Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule de Passion RH qui sera consacrée au recrutement. Cette capsule s'adresse aux professionnels des ressources humaines, aux gestionnaires d'équipe, aux gestionnaires d'entreprise, aux étudiants ou à toute personne désirant développer ses connaissances sur cette activité des ressources humaines souvent mal comprise. L'objectif de cette capsule est de vous donner les grands principes du recrutement, de vous partager un certain nombre d'éléments et de pratiques que j'ai menés tout au long de ma carrière. Alors laissez-moi tout d'abord vous présenter mon expérience professionnelle dans le recrutement, comment j'y suis arrivé et ce que j'ai réalisé. Je suis arrivé au recrutement un peu par hasard, ou du moins c'est ce que j'ai cru au départ avant de réaliser que j'y avais été introduit grâce à la perspicacité de Julie, une conseillère en recrutement qui travaillait pour une agence spécialisée dans les technologies de l'information. En effet, à l'issue d'une entrevue que j'ai eue avec Julie, celle-ci m'a proposé deux opportunités. Celle de présenter ma candidature chez un de leurs clients comme responsable des ventes informatiques ou de me joindre à l'agence comme conseiller en recrutement technique. J'ai été flatté, mais aussi surpris parce que je n'avais aucune expérience en recrutement et je n'avais qu'une vague idée de ce que le poste de conseiller en recrutement impliquait. Dans son diagnostic sur mon potentiel, Julie avait retenu notamment ma formation et ma jeune expérience professionnelle. J'avais une maîtrise en administration des affaires et 2 ans d'expérience comme responsable informatique pour une très petite entreprise. Et comme dans la majorité des petites structures, j'avais été amené à faire différentes activités, de la vente, du support, de la formation de différents clients, pour la plupart des entrepreneurs de petites entreprises. C'est donc poussé par la curiosité que j'ai débuté ma carrière dans le recrutement. Pendant les 4 premières années, j'ai travaillé pour différentes agences de recrutement spécialisées toujours dans le domaine des technologies d'information ici à Montréal, avant de me joindre à une entreprise spécialisée dans le développement de jeux vidéo au titre de conseiller en recrutement senior. Par la suite, j'ai été amené à gérer ou diriger du recrutement, que ce soit ici à Montréal, mais également en Chine, au Maroc, en France, en Grande-Bretagne, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. Peu importe la structure ou la taille de l'organisation, on retrouve toujours 2 éléments impliqués dans cette activité. Vous avez d'un côté un client qui cherche à acquérir une nouvelle ressource humaine pour son département ou pour son entreprise. Et de l'autre, vous avez une personne des ressources humaines qui va jouer le rôle de conseiller en recrutement. Le recrutement est trop souvent résumé à l'embauche d'un ou d'une nouvelle employée, alors que l'embauche n'est qu'une finalité. En effet, le recrutement est une série d'activités d'un processus structuré en différentes phases. Connaître, comprendre et maîtriser chacune de ces phases va permettre d'aboutir à l'objectif ultime, non pas de juste combler un poste, mais d'assurer ce que Suzanne, une de mes anciennes directrices, avait comme motto, de placer la bonne personne au bon poste et au bon moment. Sur l'ensemble de ma carrière, pendant laquelle j'ai eu à faire ou gérer du recrutement, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie ou en Afrique, j'ai toujours distingué 4 phases principales du processus. Il faut comprendre que seuls les détails du processus peuvent varier selon la taille et la structure organisationnelle de l'entreprise. La première phase est l'évaluation du besoin. La deuxième phase, la recherche. La troisième phase, la phase d'entrevue. Et la quatrième et dernière phase, celle de l'offre qui va aboutir à l'embauche. La phase d'évaluation du besoin est malheureusement souvent négligée. C'est pourtant la fondation qui va permettre de pouvoir déployer d'une manière optimale le processus et aboutir à des résultats significatifs en termes de
temps et de qualité du candidat. Pendant cette phase d'évaluation et d'analyse, il est crucial d'avoir un rapprochement et une collaboration sans faille entre l'équipe des ressources humaines et le client. Dans cette évaluation, les facteurs techniques ou métiers sont généralement très faciles à déterminer. Par exemple, une entreprise recherche un programmeur avec tel type de compétences techniques, que ce soit un langage de programmation ou une base de données. Cependant, il existera fort probablement plusieurs entreprises recherchant le même profil technique. Il convient donc à l'équipe de recrutement, et ici je fais référence à la fois aux conseillers en recrutement et aux clients, de bien réfléchir aux autres éléments. Quels sont les enjeux et les avantages concurrentiels du département ou de l'équipe? Quel type d'environnement, quel type de projet, quel type de motivation le conseiller en recrutement va être en mesure de mettre de l'avant afin d'attirer les meilleurs candidats. Car il faut bien comprendre que les meilleurs candidats qualifiés ont de nombreuses opportunités à leur disposition, ou sont probablement déjà en poste. Au cours de ma carrière, j'ai conçu des fiches standardisées permettant de collecter l'ensemble des éléments clés de la définition du besoin. Ceci permettait de ne rien négliger et de fournir un canevas de réflexion pour le client et le conseiller en recrutement afin d'optimiser les résultats en partant du bon pied. La recherche des candidats est essentiellement la responsabilité du conseiller en recrutement. Voici les critères de priorité que j'ai pu expérimenter afin d'avoir une nette amélioration des résultats. Dépendant de la taille de l'organisation, il convient de regarder en premier lieu s'il existe des employés actuels capables de répondre aux postes ouverts. La raison est la suivante. Ceci est un facteur de motivation en interne. L'assurance d'avoir une personne connaissant l'entreprise, sa culture, ses produits, ses services, et aussi des candidats dont l'entreprise connaît bien les compétences, la performance et le potentiel. En publiant l'ouverture du poste en interne, les employés peuvent également proposer des candidats externes à l'entreprise qui font partie de leur réseau amical ou de leur réseau professionnel. L'entreprise peut également mettre en place un programme incitatif de référence interne. Il faut savoir que les candidats référés en interne sont souvent ceux qui vont avoir le plus de loyauté et donner le meilleur d'eux-mêmes, car ils ressentent un devoir d'exemplarité par rapport à la personne qui les a référés. La deuxième priorité du conseiller en recrutement doit être d'identifier parmi sa base de données de candidats qu'il a qualifiés dans un processus de recrutement antérieur, ceux ou celles qui peuvent répondre aux besoins. En effet, le conseiller en recrutement est toujours à la recherche de différents profils d'une manière proactive. Il se peut aussi que, lors d'un processus antérieur, il n'y avait qu'une seule place pour plusieurs très bons candidats. En effectuant ces recherches sur cette base de données de candidats déjà qualifiés, le recrutement va être accéléré par le fait que l'entreprise connaît déjà un certain nombre d'éléments de la personne, que ce soit ses compétences, son potentiel et sa compatibilité avec les valeurs et la culture de l'entreprise. Le temps du processus peut ainsi être optimisé. Enfin, lorsqu'on a évalué le potentiel d'employés internes, le potentiel dans le bassin de candidats qualifiés, le conseiller va se tourner vers l'externe. Il va falloir mettre en place une tactique ou une stratégie pour savoir où se trouvent les candidats. Vers l'externe, il existe de nombreuses sources possibles qu'il convient d'analyser selon les particularités du poste de l'entreprise qui ont été définies lors de la phase d'évaluation. Il y a les réseaux sociaux spécialisés tels que LinkedIn, les réseaux sociaux plus classiques comme Facebook, d'autres types de médias plus conventionnels, des organisations professionnelles ou des agences de recrutement. Le conseiller en recrutement va pouvoir y publier l'annonce du poste disponible. Cette annonce doit être, selon moi, et mon expérience, être personnalisée à la fois évidemment au niveau de l'entreprise, mais aussi dans la particularité du poste, le type de projet, les outils, l'environnement de travail. Tous les éléments qui vont motiver un candidat à postuler pour son entreprise. Enfin,
il existe également des candidats potentiels dans les entreprises concurrentes que le conseiller peut également solliciter directement. Une fois que le conseiller reçoit des candidatures ou va solliciter lui-même des candidats, j'ai toujours favorisé qu'il ou elle fasse un premier appel téléphonique avec les candidats qu'il a lui-même sélectionnés. Ce premier appel est généralement de courte durée. Il permet d'identifier et de clarifier un certain nombre d'éléments présents dans le curriculum vitae et d'en connaître aussi davantage sur les facteurs de motivation. L'appel permet également au conseiller en recrutement de mieux vendre le poste et le projet de l'entreprise. Cette phase de présélection va permettre au conseiller en recrutement de présenter à son client interne ou externe les candidats à haut potentiel. Il va être en mesure de donner des éléments complémentaires plus qu'un simple CV. Cette étape est essentielle dans la collaboration entre l'équipe RH et l'équipe du client. Car si le conseiller en recrutement inonde le client de CV ou de candidatures non pertinentes, le client risque de perdre confiance en l'équipe RH et envers le bon déroulement du processus actuel ou futur. La phase de l'entrevue peut varier selon les organisations. J'ai connu personnellement des processus allant jusqu'à 7 entrevues. L'essentiel de cette phase est d'assurer une grande fluidité entre les différents intervenants, d'assurer une bonne documentation tant dans le script des questions que des notes d'entrevue. Il convient de bien comprendre que la documentation doit être bien réalisée. Quand je parle de documentation, je ne parle pas ici d'avoir une documentation trop lourde. Il faut que celle-ci soit succincte et surtout toujours calquée sur les critères clés définis dans la phase d'évaluation du besoin. Quand je vous parlais de ce processus de 7 entrevues, en fait, je l'ai expérimenté en tant que candidat pour une très grande entreprise d'informatique américaine. Dans la deuxième phase de son processus, l'entreprise m'avait organisé 5 entrevues dans la même journée, avec une pause d'environ 10 à 15 minutes entre les différentes rencontres. Bien que j'ai décidé de ne pas accepter leur offre pour des raisons plutôt personnelles, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience. J'ai appris par la suite que pendant chacune des pauses entre les entrevues, les intervenants se transmettaient leurs notes d'entrevue pour ainsi assurer une bonne continuation des rencontres et creuser certains critères pour lesquels ils voulaient un complément d'information ou un avis supplémentaire. La dernière rencontre était réalisée avec le directeur général de la zone géographique en question. La phase de l'offre va être très délicate. Dans un premier temps, parce qu'il faut faire le bon choix décisif parmi les meilleurs candidats que vous avez retenus. Il y a 3 résultats possibles. Choisir le bon candidat, choisir le mauvais candidat ou rejeter le bon candidat. Oui, à ce stade, la probabilité est donc de 1 sur 3. L'enjeu est d'autant plus important que selon certaines études, le coût total d'une nouvelle recrue varie entre 6 et 12 mois de son salaire annuel. Dans un deuxième temps, il faut s'assurer que le candidat choisi accepte l'offre. Une fois de plus, c'est dans la bonne réalisation des étapes antérieures que les chances de succès s'établissent. Quels sont les éléments de succès de cette étape? Eh bien, l'équipe de recrutement doit avoir l'ensemble des éléments de motivation du candidat. Est-ce que son niveau de motivation est axé sur la rémunération, sur le nom de votre entreprise, sur les spécificités du projet, sur ses opportunités d'évolution de carrière? Tous ces critères devront être mis de l'avant lors de la présentation de l'offre. À l'étape de la présentation de l'offre au candidat, je recommande souvent que le conseiller en recrutement et le client effectuent un appel ou une rencontre commune avec le candidat. Cela permet de mieux positionner l'offre et de répondre aux éventuelles nouvelles questions du candidat. Ce dernier va être en mesure d'obtenir des réponses sur les programmes RH par le conseiller en recrutement et auprès du client, obtenir un complément d'information sur le poste ou sur le projet. En faisant un seul appel ou une seule rencontre, l'entreprise optimise son succès d'acceptation de l'offre
en fluidifiant encore son processus et en amenant un complément personnalisé à juste une lettre d'offre. L'entreprise a fait l'acquisition de la bonne personne pour le bon poste et dans un temps idéal. C'est génial, oui, mais ça ne s'arrête pas là. La performance du recrutement doit également prendre en compte la dimension court, moyen et long terme de son activité. Faire l'acquisition d'une nouvelle ressource humaine se gère par définition différemment de l'acquisition d'une ressource matérielle qui peut être facilement retournée ou échangée auprès d'un fournisseur. C'est la raison pour laquelle j'encourage toujours les conseillers en recrutement à effectuer un suivi de type suivi après-vente. Tout d'abord, avec les candidats non retenus. Il est essentiel de faire un suivi avec l'ensemble des candidats, voire un suivi personnalisé pour les plus hauts potentiels. La raison est la suivante. Ceci va améliorer l'expérience des candidats avec l'entreprise et ces derniers pourraient ainsi être menés à parler autour d'eux dans leur réseau d'une manière très positive de l'image de l'entreprise. Ceci permet donc à l'entreprise et aux conseillers de se bâtir une réputation et un bon bassin de candidats pour de futurs recrutements. Le deuxième suivi doit être assuré par le conseiller en recrutement auprès de la nouvelle recrue et de son client. Dans les premières semaines, il est important de s'assurer que la promesse d'embauche est tenue. Ceci permet d'ajuster les choses en cas de problématique et éviter les départs prématurés qui ne sont bons pour aucune des parties prenantes. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette capsule et en guise de conclusion, laissez-moi vous indiquer les 5 éléments clés de cette présentation. Le recrutement est un processus complet. Chacune des différentes phases doit être exécutée parfaitement afin d'optimiser le résultat et les objectifs du recrutement de l'entreprise. Le recrutement est l'affaire de tous au sein de l'entreprise. Il doit être réalisé dans un esprit constructif et collaboratif entre les équipes des ressources humaines et l'équipe opérationnelle. Cette collaboration des deux parties forme l'équipe de recrutement. Le déroulement du processus doit être fluide, autant en termes de temps, de communication, d'information et de documentation. L'expérience candidat doit être soignée afin de garantir l'atteinte des objectifs de recrutement à court, moyen et long terme. Le recrutement fait partie des éléments clés dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Il est important que celle-ci s'assure que l'ensemble de l'équipe de recrutement possède ou développe les compétences nécessaires dans sa bonne réalisation. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette capsule vous a été bénéfique. N'hésitez surtout pas à me contacter, à commenter et à partager cette présentation si, comme moi, vous êtes passionné par la gestion des ressources humaines. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule de Passion RH.